Bienvenue à Paris pour une édition exceptionnelle de votre émission culinaire préférée. Cette semaine, le dîner presque parfait place très haut son niveau d'exigence et ouvre ses portes à 5 cuisiniers amateurs largement confirmés. Vous ne les connaissez peut-être pas, et pourtant Élodie, Yann, Hermine, Sophie et Van-Anne sont des stars sur Internet. Chaque jour, des milliers d'internautes se pressent pour découvrir leurs nouvelles créations culinaires. Passionnés, Je me dis que la barre est vraiment très très haute. audacieux, Peut-être prendre un peu de risque sur mon dessert en essayant de réussir un soufflé. inventifs, Petit économe, je vais voir si je peux rayer des petites tranches, voilà, comme ça d'asperges. ces virtuoses des fourneaux ont tous un point commun. Ils sont auteurs de blogs culinaires. Quand on a un blog de cuisine, ça signifie qu'on est quand même passionné de cuisine. On est tous des passionnés. C'est notre passion. Pour la première fois, ces 5 surdoués de la cuisine ont accepté de s'affronter. Et c'est le dîner presque parfait qu'ils ont choisi comme terrain de jeu. Pour ces candidats d'exception, les règles restent les mêmes. Ils vont se recevoir à tour de rôle et noter la soirée de leur hôte sur 3 critères. La cuisine, Magnifique, voilà, magnifique. la décoration de table et l'ambiance de la soirée. Je pense que ce soir chez Marie-Antoinette, ça va être très très chaud. Vendredi, celui ou celle qui aura la meilleure moyenne recevra le titre de meilleur hôte de la semaine et la somme de 1 000 €. Je suis toujours optimiste, je pense jamais perdre en fait. Et pour décrocher ce titre convoité, nos cuisiniers émérites ont décidé de mettre sur table tous leurs atouts. Une maîtrise implacable des fourneaux, Ça fait 6 minutes que les macarons cuisent. Je vais ouvrir une première fois la porte du four pour faire baisser un petit peu la température. un vocabulaire étendu, Alors le pied du macaron, c'est le fait qu'il y ait une jolie collerette tout autour du macaron. une créativité digne des plus grands. Je vais mettre une gousse de vanille de Tahiti qui va hyper bien avec le balsamique. Je vais la laisser infuser doucement. Un enthousiasme et une motivation à toute épreuve. Attendez-vous à être bluffé. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans la semaine des experts du dîner presque parfait. Ça va vraiment jouer dans un mouchoir de poche. Lundi, c'est Élodie, mère au foyer de 38 ans, qui a ouvert cette compétition d'excellence. Au programme, une soirée sur le thème des tendances culinaires du moment. Très bien dressé, un joli plat, c'est-à-dire le produit qui est annoncé comme produit principal, en l'occurrence le homard qui est bien visible, qui est bien mis en avant. Faisant preuve d'un sens inné de la débrouille face aux imprévus, cette passionnée de cuisine a su conquérir les papilles exigeantes de ses invités de marque. Son dîner fashion mais pas victime lui vaut la jolie moyenne de 7,1 sur 10. Mardi, c'était au tour de Yann, 37 ans, consultant en marketing et ancien critique gastronomique, de tout faire pour charmer les papilles de ces dames. Comme c'est quelque chose effectivement d'un peu particulier, je vais le servir à part. Le seul homme de la semaine a sorti le grand jeu en proposant des explosions de saveurs sur fond de cuisine gastronomique. Il m'a rappelé mon pays. J'avais vraiment l'impression de manger en fait sur la rue, dans une rue d'Asie. Il est juste derrière Élodie avec une moyenne de 6,8 sur 10. Hier, Hermine, 25 ans, étudiante en chirurgie dentaire, a fait vivre à ses invités une soirée à la cour sur fond de personnalisation de cupcakes. On va essayer de donner un petit peu d'éclat doré à notre poisson. On essaye en tout cas d'avoir un petit côté Versailles qui s'assume. Malheureusement, cette challengeuse, qui aime repousser ses limites, s'est trouvée confrontée à certains soucis techniques de dernière minute. Les légumes étaient une cuite turbo et sur laquelle je l'attendais un peu. Nos amoureux des saveurs lui ont attribué la moyenne de 6,3 sur 10. Aujourd'hui, la cuisine du soleil sera à l'honneur grâce à Sophie, 47 ans, responsable clientèle pour un grand parfumeur. C'est en capitaine de soirée qu'elle compte bien mener son dîner. Nous avons toute la soirée à partager ensemble, à découvrir la Méditerranée, à faire des escales. Ces plats conviviaux suffiront-ils à épater les fins palais de nos experts? Ça changeait vraiment de tout ce qu'on avait eu tout le reste de la semaine. Et enfin, Van-Anne clôturera cette semaine de haute voltige culinaire. Ce sont ses origines asiatiques que cette maman de 33 ans va tenter de sublimer. Cette semaine, c'est une semaine exceptionnelle, donc on va faire des plats exceptionnels. Un challenge de taille pour cette passionnée de cuisine qui compte bien remporter le titre de meilleure cuisinière de la semaine. Mais ce soir, c'est Sophie qui va prendre les rênes en cuisine et donner son maximum pour honorer cette semaine gastronomique. À 47 ans, elle est responsable de relations clientèle pour une grande enseigne de parfumerie. Sa passion, c'est... Non, c'est pas jouer à cache-cache avec son chien Kiwi. Non, ce n'est pas non plus donner le joujou à Kiwi, non. Ni faire des câlins à Kiwi, même si Kiwi est très propre.
Pour connaître ses passions, il faut cliquer sur son blog. L'objectif de ce blog, c'est vraiment de partager et faire partager ma passion pour la cuisine et puis indirectement pour les voyages, parce qu'il y a pas mal de recettes du monde entier, italiennes, indiennes, marocaines, tunisiennes, Tahitienne? même chinoises. Ah, loupé. Mais là où on ne se trompe pas, c'est en disant que pour Sophie, cuisine du monde rime avec déguisement du monde. On se déguise en indienne, avec le petit foulard italien. On porte le chèche, on essaye de nouer ça sur la table, sinon interdiction de passer à table. Apparemment, avec notre globe trotteuse, on ne rigole pas lorsqu'il s'agit de s'amuser. Et comme notre passionnée de voyage culinaire semble ouverte à nos questions, on ne résiste pas à l'envie de la faire jouer non pas à cache-cache, mais à notre fameux jeu. Voici le moment tant attendu de questions pour un marmiton. C'est plutôt les plats épicés. La pâtisserie. Péché mignon, les plats exotiques. La terrine de foie gras. Confondre des cuisses de poulet et des cailles, mais il y a quelques années déjà. Aimer pour mieux partager. Et comme Sophie aime beaucoup ses invités cette semaine, elle a décidé de partager avec eux un itinéraire culinaire aux couleurs du soleil. Escapade en Méditerranée. Waouh, ça sent bon le soleil et le cumin. En apéritif, un méchouilla carthaginoise et samboussek libanais. Pour moi, la méchouilla, c'est une salade de poivrons et de tomates qui est cuite. Moi, ça m'évoque plutôt un méchoui. Alors la méchouilla, c'est la salade traditionnelle, incontournable que l'on peut savourer en Tunisie, qui est servie froide, qui est préparée à base de légumes confits au four. Et les samboussek libanais, là, ce serait plus des espèces peut-être je crois que c'est des petits chaussons. Farci de viande dans mes souvenirs. Moi, ça me donne envie. En fait, les sambousseks, ce sont comme des petits chaussons aux pommes, sauf que là, je mettrais de la feta et de la menthe pour rester vraiment dans le bassin méditerranéen et puis apporter un petit peu de cette fraîcheur grâce à la menthe. On est au Liban complètement. Entrée, velouté provençal et son graissin à la tapenade maison. Ça me parle puisque moi, c'était une partie de mon entrée de lundi. A priori, on part vraiment sur quelque chose de très très différent et pas du tout les mêmes saveurs. J'aurais tendance à croire ou à espérer qu'il sera servi froid. Je m'attends à avoir quand même des parfums de garrigue. Tomates, aubergines, courgettes. Peut-être une petite pointe d'ail, je sais pas, de l'huile d'olive vraisemblablement. Là, on quitte la Tunisie, on quitte le Liban et on part en Provence. Je vais leur servir un velouté froid de fenouil avec un petit concassé de tomates séchées et puis une petite pointe de basilic. Et le graissin à la tapenade maison, donc j'imagine c'est un petit graissin de pain. C'est pas forcément très difficile techniquement, mais c'est aussi des étapes supplémentaires, du travail en plus. Notre hôte a dû parfumer donc avec la tapenade. Donc tapenade, normalement, c'est des petites olives noires qu'on va hacher, concasser, un petit peu d'huile d'olive. C'est vraiment un accompagnement idéal pour le velouté provençal. On ne peut pas quitter la Provence sans avoir goûté la tapenade. Et voilà, que je vais poser délicatement sur le bord de leur coupe. En plat, tagine de l'Atlas. L'Atlas, c'est à la limite entre la pointe de l'Espagne et le Maroc, a priori. Tagine, plat typiquement marocain. Un plat qui est souvent un petit peu sucré-salé. Il y a des tagines de poisson, il y a des tagines de poulet, il y a des tagines d'agneau. Je crois savoir qu'il existe des espèces de petits tagines individuels. Donc on retrouve le petit plat comme ça, toujours de la même forme. Peut-être que c'est ce que notre hôte va décider de nous présenter ce soir. Tagine de l'Atlas, parce que bon, c'est du poulet, c'est de la volaille, que j'ai révisé avec un chef marocain. Et pour finir en dessert, Montecao, andalou et glace au leche merengada. Il me semble que c'est un biscuit peut-être un peu conique. C'est un gâteau sec qui est assez proche du sablé, mais un peu plus fondant. Je me souviens pas très bien du goût que ça peut avoir. C'est un peu le macaron méditerranéen, on va dire. Ce sont des sablés, bien sûr fait maison, très très friables à base d'amandes en poudre. Glace au lait merengada. Ça pourrait être une crème glacée, peut-être à la fleur d'oranger. Je pense à une soupe, peut-être une soupe de fraises avec sa petite glace au lait d'amande posée en quenelle sur l'assiette. On va déguster une glace au leche merengada, qui est une boisson traditionnelle espagnole.
c'est un lait ou à macérer du zeste de citron et des bâtons de cannelle. J'espère que ce soir, on va vraiment avoir des saveurs un petit peu atypiques, des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Je trouve qu'il y a un bon fil conducteur, que de l'apéritif jusqu'au dessert, nous allons voyager en Méditerranée. Retrouvons tout de suite notre rayon de soleil du jour pour une visite de maison comme on les aime, une visite de maison avec une porte qui s'ouvre. Mais qui est-ce? Mais c'est nous! Soyez les bienvenus, entrez. Et c'est directement à la cuisine que Sophie, accompagnée de son chien Kiwi, nous amène. Pour cette experte culinaire, cette pièce est un vrai refuge. J'y passe des heures, aussi bien très tôt le matin que très tard le soir. Chez Sophie, comme chez tous les mordus de cuisine, il y a des indispensables. Ici, ils sont précieusement enfermés dans ces petites boîtes transparentes. Ce sont bien sûr... Les épices qui me servent à réaliser tous les petits plats. Et qui sont surtout très bien rangés, et même rangés par ordre alphabétique. Et puis mes bocaux, classés dans un certain ordre parce que mon entourage me connaît, je suis très maniaque. Donc avant de faire pratique, je fais surtout esthétique. Voilà, chacun son vice. Mais si l'on cherche bien, on peut aussi trouver un autre vice pas très bien caché non plus, le vice de la feuille griffonnée. Je me suis préparée à ce grand challenge et ici j'ai l'ordre dans lequel je dois préparer mes plats parce que je pense qu'on doit vite perdre le fil. Mais comme Sophie est très concentrée, impossible de perdre le fil de la visite. Un fil qui nous amène tout droit au salon. C'est dans ces grands canapés blancs que les invités tant redoutés vont se lever pour déguster l'apéritif de notre hôte. J'ai essayé de recréer un lieu reposant, dépaysant. J'ai ramené du Maroc. C'est très joli pot en métal. Il faut savoir que bien sûr qu'au Maroc, on boit le thé à la menthe. Kiwi aurait-il des origines marocaines ou aime-t-il simplement le thé? Bref, passons à la partie salle à manger qui n'est pas si proche que l'on pourrait le croire. On est un petit peu en Asie. Voilà, j'ai ramené des tas de choses de mes voyages, du Maroc, de l'Inde, d'Afrique du Sud, d'Égypte. Voilà, j'en ai jamais assez en fait. Tant mieux car un voyage attend tout de suite notre grande voyageuse, destination, les courses. Allez, 11h moins le quart, on file. Et sans kiwi cette fois-ci. D'ailleurs, où va-t-on sans le kiwi de tous les kiwis? Je me rends directement rue des Huissiers à Neuilly-sur-Seine où j'ai de super commerçants qui vendent d'excellents produits. Et je pense qu'il faut au moins ça pour préparer le tagine, le velouté de fenouil pour ce soir. Pour épater nos gastronomes, mieux vaut miser sur la qualité des produits. Alors direction le maraîcher. Bonjour, je viens chercher mes légumes. Alors, il me faudrait donc les 6 fenouils pour le velouté. Il vous faut des quoi? Des petits, des gros? Oh, des bien gros, bien dodus. Bien dodus? Bien charnus. Pour reconnaître un bon fenouil, rien de plus simple. Il doit être bien blanc, ferme et doit être doté de feuilles vertes sur les tiges. Cela vous garantit la fraîcheur du produit. Et parfois, pour trouver la perle rare, il ne faut pas hésiter à demander à son commerçant de les rapporter directement de la chambre froide. Comme ça, vous les aurez... Tout frais. Bien, oui, magnifique. Autre chose? Également 5 grosses échalotes, 4 pêches bien fermes, un bouquet de basilic, et puis on va finir avec 1 kilo d'oignons, s'il vous plaît. Ça y est, le panier est bien garni. Le commerçant de Sophie peut lui souhaiter bonne chance pour son dîner. Bah, bonne chance à vous alors. C'est gentil. Le périple n'est pas fini. Sophie s'est réservé le meilleur pour la fin, la boucherie. Vous n'étiez pas là avant-hier, voici un petit aperçu de ce que vous avez loupé. Donc du boyau. Je déteste ça, j'ai toujours peur quand le boucher sort son hachoir qui lui laisse ses doigts. L'odeur me dérange, la vue de la viande rouge, je déteste ça. Alors qu'est-ce qu'on vient faire dans cette boucherie? Je viens chercher un gros poulet fermier pour un tagine. Un tagine. Alors, vous conseillez un poulet qui soit très bon, pas trop sec, moelleux. Un poulet blanc. Celui-là, oui, il a une belle tête. Voilà. Si vous pouvez me le vider, s'il vous plaît. Sans aucun problème. Attention, démonstration d'un professionnel de la profession. Et maintenant, un petit contrôle qualité avant que le poulet prenne la route. Vous voyez, c'est une très bonne volaille, un très bon foie, et un peu de graisse. On voit que c'est un poulet qui a été très bien nourri. C'est des critères qui ne trompent absolument pas. Ça va, Sophie? Ça a l'air. J'ai toujours eu un peu de mal avec la viande, moi. Mais comme Sophie a décidé de faire les choses jusqu'au bout, c'est elle-même qui va couper son poulet quand elle préparera son tagine. Un cours express du professionnel s'impose. On découpe bien, comme ceci, les cuisses, vous écartez une fois que votre couteau, je n'aime pas vous le faire. Découpez bien décoller votre cuisse du blanc, surtout. D'accord, oui. Un autre côté comme ça. Après,
les ailes, ici, tout ça, c'est à l'articulation. Tout à l'articulation. Encore l'articulation d'un côté. Et après, de ce côté-ci, vous voyez là, un peu. Comme on dit en terre, suivre les pointillés. Vous devriez prendre un feutre et me mettre des pointillés. Oh. Non, je plaisante. Pour encourager Sophie dans cette future épreuve, le boucher a tout prévu. Vous avez un petit cadeau? Vous m'aviez parlé d'un petit Oui, cadeau voilà, pour moi? ici pour vous. Ah, Voilà, c'est génial. C'est ma planche à découper. voilà. Voilà, une vraie de vraie, d'un grand vraie. boucher, c'est Ouais. génial. Tellement génial qu'il va falloir vite aller l'étraîner en cuisine et mettre en pratique tout son savoir. Direction la cuisine pour la préparation de son tagine de l'Atlas. Pour cette recette typiquement marocaine, il faut un poulet fermier, 3 pêches jaunes, 4 oignons émincés, une poignée de raisins blonds secs, une cuillère à café de cannelle en poudre, une demi-cuillère à café de gingembre, une pincée de safran, une cuillère à café de mélange d'épices pour tagine, 3 cuillères à soupe de miel liquide, du sucre en poudre blond de canne et bien sûr un plat à tagine. Pour passer aux choses sérieuses et réaliser cette recette sucrée-salée, une cuisinière avertie comme Sophie est aussi équipée d'un ustensile bien pratique qu'elle s'empresse de poser sur sa plaque. Mais qu'est-ce donc? Eh bien, cet objet en fonte s'appelle un disque relais. Sa mission? Ça évite plus exactement au plat tagine de se fissurer à la cuisson sous une forte chaleur. Mais le kit pratique spécial tagine ne serait pas complet sans cette feuille de papier tout en rature sur laquelle se trouve The Recette of the Tagine. Alors ça, c'était ma version, et ça, c'est la version d'un chef libanais. Voilà, j'ai eu l'honneur d'aller dans ses cuisines, et on a retravaillé la recette, donc c'est gros brouillon. Dans cette compétition de haut niveau, Sophie, bien que grande connaisseuse du tagine, n'a donc pas hésité à demander conseil à un pro. Alors suivons avec attention cette recette. On va éplucher tous les oignons. Allez, c'est parti. Je verse mon huile un petit peu au pif, mais bon, il y a une quantité raisonnable. On ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. Et puis je vais mettre à rissoler sans coloration mes oignons. Et pendant que les oignons dorent tranquillement, Sophie se prépare à passer à l'étape qu'elle redoute le plus. Alors, on va passer à la fameuse découpe du poulet, un grand moment. Et pourquoi? Parce que je déteste ça. Mais pour sa soirée entre amateurs de cuisine avertis, Sophie a décidé de repousser ses limites et de vivre cette étape sans aucune aide. Pour savoir si la leçon du boucher a bien été retenue, les gestes du professionnel ne seront pas loin de ceux de Sophie durant toute cette épreuve. On commence par les cuisses. On découpe bien les cuisses, vous écartez une fois avec votre couteau, je ne vais pas vous le faire. On dégage bien les ailes du poulet. Après, les ailes, Et puis on va tout simplement suivre les articulations. tout à l'articulation. Je crois que j'ai fait ça toute ma vie. Et puis on va lever les blancs. Et pour ça, il faut... Suivre les Vous pointillés. devriez prendre un feutre et lui mettre des pointillés. Oh. Même pas besoin, Sophie réussit à découper son poulet comme une grande, comme une vraie professionnelle. Et forte de cette nouvelle expérience charnelle, elle se laisse aller à une confidence culinaire. Quand j'ai fait mes premiers tagines, je mettais que des blancs, des suprêmes. Et en fait, la viande était très très sèche. Donc le chef marocain m'a conseillé de prendre carrément un poulet fermier, de le découper avec os, peau, etc. Et c'est ce qui évite à la viande de dessécher lors de sa cuisson. C'est donc muni de ces précieux conseils que Sophie dépose délicatement ses morceaux de poulet sur ses oignons. Après avoir salé généreusement, maintenant il va falloir ensoleiller ce plat typiquement méditerranéen. Alors ça, c'est du ras el hanout. C'est un mélange d'épices. Alors il y a de la muscade dedans, il y a de la cannelle, il y a plein de choses. Effectivement, suivant la composition du ras el hanout, vous pouvez aussi trouver dedans de la cardamome, des clous de girofle, du curcuma, du poivre noir, enfin bon, plein de choses et donc plein de saveurs. Idéal pour relever vos plats. Mais notre pro du tagine n'oublie pas non plus d'ajouter un autre ingrédient indispensable. Voilà, alors c'est vraiment du colorant alimentaire. Je vais saupoudrer tout ça sur mon plat. C'est le colorant alimentaire qu'utilisent les Marocains, donc c'est un plat marocain. On va les respecter la préparation jusqu'au bout. On va prendre une couleur orangée, même orange sombre, parce que tout ça, ça va confire lentement. La couleur du tagine est donc assurée. Que faut-il d'autre pour faire de ce tagine un plat comme la badie? Un peu de poivre, du gingembre et quelques pistils de safran. Et pour finir? Et puis surtout ne pas oublier les fameux bâtons de cannelle. Ça y est, après 3 bâtons de cannelle, le compte est bon. Et le jus va se faire tout seul. Mais pour cela, il ne faut pas oublier de couvrir le plat du fameux couvercle en terre cuite. Il a une jolie couleur. On va laisser confire tout ça pendant un bon moment.
Et on va passer à la suite. À savoir la cuisson de la semoule qui accompagnera ce tagine. Pour un bol de semoule, eh bien on fait un bol d'eau. Je vais arroser ma semoule, que chaque graine soit bien gonflée d'huile. D'olive, bien sûr. Il faut bien remuer avec les mains si possible. C'est une tradition méditerranéenne qui permet de bien séparer les grains. Et puis là, je vais rajouter la même quantité d'eau chaude. Il faut vraiment qu'elle soit très très chaude. Voilà. Là, la semoule va tout de suite boire l'eau. Là, alors là, on voit qu'il y a de l'eau, mais dans 2 minutes, il n'y en aura plus du tout. Sophie transvase sa semoule dans une couscoussière préalablement remplie d'eau à la moitié. Et on va laisser la nature faire le reste, c'est-à-dire que c'est l'eau bouillante, la vapeur d'eau, qui va faire gonfler la semoule. La couscoussière permettra aussi de donner plus de légèreté à la semoule. Un quart d'heure de cuisson vapeur suffit à donner l'aspect voulu au grain. Voilà, je vais les laisser en état jusqu'à l'arrivée de mes invités. Dernière étape de ce tagine, la cuisson des pêches qui donneront la note sucrée à ce plat du Sud. J'utilise des pêches jaunes, surtout fermes, parce qu'après, sinon, ça va être carrément de la bouillie au moment de la cuisson. Sophie fait fondre un peu de beurre dans une poêle et maintenant... Je vais les mettre à dorer. Donc les pêches vont compoter tranquillement, doucement, à feu doux. Je vais le baisser. Et je vais maintenant mettre la table. On est encore dans les temps, rien n'est perdu. Et je file au salon. Sophie suspend quelques instants son voyage culinaire pour une escale décorative qui ne devrait prendre que quelques minutes et qui sera évidemment sous le signe du soleil. Ce soir, je vais emmener mes invités en croisière. Nous faisons une croisière en Méditerranée. C'est parti! Notre capitaine de soirée commence par disposer ce qui est presque une nappe, mais pas tout à fait. Ça, c'est un bulle-gomme. À ne pas confondre avec chewing-gum, d'autant qu'avec le bulle-gomme, comme son nom ne l'indique pas, on ne peut pas faire de bulles. Ça habille au niveau de l'épaisseur. Et pour habiller cette épaisseur, Sophie dispose une nappe et une composition florale. Je tenais à ce que ça soit vraiment une croisière méditerranéenne, pleine de parfums et surtout de la couleur. À cette touche de couleur, notre cuisinière du soleil place des dessous d'assiettes en osier. Et des dessous carrés, parce que l'entrée sera servie dans des assiettes carrées, donc autant anticiper. Pour parfaire cette décoration, il y aura aussi des tagines en tissu. Cette semaine, la passion de la cuisine s'invite partout, même sur les serviettes. Sophie ajoute ensuite des couverts, des porte-couteaux en coquillage. Et puis bon, qui dit croisière dit luxe. Et qui dit luxe dit, ben voilà, plein de verres. C'est-à-dire 3 par convive, de quoi s'hydrater. Sophie n'oublie pas non plus d'apporter l'élément indispensable pour vivre pleinement cette croisière gustative. C'est des passes pour passer à table. On peut voir de plus près? Merci. On retrouve ici toute la thématique et les pays que l'on va traverser ce soir. Et puis le menu est repris à l'intérieur de ce petit carton. De quoi ouvrir l'appétit à nos passionnés de cuisine. Et quelques bougies plus tard, pour Sophie, c'est enfin le moment de dire ce qu'elle pense de sa décoration. Voilà une table joliment garnie, joliment décorée, juste chargée d'un bouquet floral. Donc voilà, ça me semble parfait. Et maintenant, je vais me remettre en cuisine. Et en rythme, une obligation quand on a la Méditerranée dans la peau. Après cette pause musicale, jetons un coup d'œil aux pêches qui ont bien caramélisé. C'est joli à l'œil, c'est appétissant. Et je décorerai, je les mettrai au moment du dressage. Les pêches sont au repos. Le tagine de poulet cuit dans son plat en terre cuite, mais pour notre cuisinière avertie, pas de sieste au programme. Il faut tout de suite passer au dessert. Il reste encore à faire les Monte-Cao, mes fameux sablés espagnols, tunisiens, en tout cas méditerranéens. Et qu'est-ce donc exactement qu'un Monte-Cao? Ce sont des gâteaux, des sablés très friables, mais franchement à tomber, à base d'amandes en poudre et de sucre glace essentiellement. Et si vous aussi vous voulez faire des Monte-Cao à tomber, il vous faudra verser dans un récipient 90 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, 15 centilitres d'huile de tournesol, un demi-sachet de levure, 250 g de farine. Allez, on remue tout ça. La cuillère en bois permettant de mélanger sans rayer le bol. Remuez délicatement. Il faut que les bords se détachent. Donc pas hésiter à rajouter de l'huile. Je vous assure, c'est pas si gras que ça en bouche. Voilà, allez, on y met les mains. Il n'y a que comme ça qu'on se rendra compte de l'aspect de la pâte. Lorsque votre mélange forme une pâte homogène, c'est qu'elle est fin prête pour prendre une forme de Monte-Cao. On va réaliser des petites boules façonnées à la main. On
on va pas les faire trop épais. Voilà, on va faire petit, ce sera beaucoup plus mignon. Ces petites boules, vous pouvez aussi y laisser votre empreinte pour le plaisir de retourner en enfance. Alors moi, ce que je fais, c'est ma petite signature. Et j'aime bien faire ça. Parce que c'est plus joli que d'avoir des boules rondes. Et maintenant, il ne manque plus qu'une dernière touche à ce dessert dont les origines sont tantôt espagnoles, tantôt algériennes, suivant les sources. Et je vais saupoudrer ça de cannelle avant de les enfourner. 15 minutes à 180 degrés. Une recette de biscuits facile à réaliser et qui, on l'espère pour Sophie, sera au goût des papilles exigeantes des experts de ce soir. Hey, bonsoir tout le monde. Hey, bonsoir Sophie. C'est parti pour une croisière en Méditerranée. Mais comme une croisière sans touriste est une croisière qui ne s'amuse pas, autant ouvrir tout de suite à la première passagère, qui comme tous les autres convives ce soir a deviné chez qui elle allait manger. C'est parti mon kiki. Bonsoir Hermine. Bonsoir. Je suis ton capitaine d'un soir. Bienvenue à bord. C'est ici pour une croisière gastronomique. Mais attention avec tout le confort. Voilà, donc là on est dans la cabine, bien sûr, première classe. Voilà, si je peux te débarrasser. Mes matelots sont à la cale. Ils ont été très indisciplinés aujourd'hui. Donc voilà. Mais ils vont remonter, bien entendu, pour s'occuper de nous. En attendant, je prends la relève. Parfait. Apparemment, quand Sophie se déguise, le changement n'est pas que vestimentaire, il est aussi cérébral. Sachez que la boîte de nuit est ouverte jusqu'à 6 h du matin. Donc on a tout le temps de savourer cette soirée. Oui, on partira peut-être avant la boîte de nuit, nous, hein. Mais comme il n'est pas encore 2 h du matin et que les passagers n'ont pas fini d'embarquer, retournons tout de suite à l'avant du bateau pour l'arrivée de la deuxième invitée. Qui vient là? Ah, Banane. Entre. Ça la bienvenue. Sur le paquebot Sophia. D'accord. C'était incroyable parce que c'est totalement à l'opposé de l'image que je m'étais faite de Sophie. Cette petite touche de fantaisie qu'elle a apportée ce soir en nous accueillant en tenue de capitaine m'a totalement surpris et bluffé. Et Van Han n'est pas au bout de ses surprises. Ça va. Voilà, vous vous connaissez donc. Vous avez pris vos billets On a conjointement? déjà fait quelques voyages ensemble. Ah, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Et comme le hasard fait bien les choses, la troisième invitée qui s'apprête à monter à bord connaît aussi les convives, pour les avoir vus la veille et l'avant-veille. Parfois la vie, c'est complètement fou. Alors, qui c'est? Est-ce que c'est Yann? Non. Superbe! Quand Sophie a ouvert la porte, j'ai été assez surprise de la voir dans cet uniforme de capitaine et de la voir ensuite réellement jouer un rôle à fond. Sophie continuera-t-elle à jouer à fond les capitaines de soirée? C'était presque déstabilisant à un moment donné. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle va le faire jusqu'au bout? Et surtout, réussira-t-elle à faire voyager les papilles intransigeantes de ses convives grâce à son menu gastronomique? C'était peut-être un petit peu sec, c'était pas assez fondant. C'était une explosion de saveurs. Rendez-vous dans quelques instants pour la suite de ce dîner d'expertes. Vous êtes de retour dans un dîner presque parfait d'experts où la soirée de Sophie vient de commencer. Il ne manque plus que Yann à bord de cette croisière gastronomique pour larguer les amarres et faire voyager nos fins gourmets. En attendant son arrivée, notre capitaine de soirée énumère la liste des activités sportives disponibles sur son paquebot. Et oui, quand Sophie se lance dans une thématique culinaire, elle se lance à fond. Je pense que des journées entières à faire des excursions dans différents ports, c'est sympathique. Mais on va essayer de se détendre. Et bien sûr, vous pouvez finir votre soirée en boîte de nuit qui est ouverte jusqu'à 5 h. Voilà. Cette soirée réveillerait-elle en Sophie un tourbillon de folie? Ne regardez pas l'heure, vous êtes là pour vous détendre, pour vous évader. Je ne m'attendais pas à ce que Sophie se lance de manière aussi théâtrale dans le thème de sa soirée. J'avais jusqu'à présent l'image d'une personne plutôt réservée. Ce soir, fini la réserve. Place à une Sophie qui tient bon la barre et tient bon le vent. Et qui va même tenir bon sa poignée de porte pour ouvrir au dernier invité. Ça, c'est Yann. Mais oui! Ouh là là. Surpris peut-être? Bonsoir mon capitaine. J'ai été assez surpris quand j'ai ouvert la porte ce soir. Je m'attendais pas du tout à avoir droit au capitaine.
Autant d'émotions, ça creuse. Et Sophie apporte vite son apéritif sans oublier de présenter son équipage, bien sûr. À bord de ce paquebot, j'ai recruté différents chefs. Il y a un chef tunisien, un chef libanais. Il y a Hernandez, lui qui est au dessert. Elle est partie à fond dans son histoire, on l'arrêtait plus. Au niveau du recrutement, j'ai essayé vraiment d'avoir un éventail très large de façon à combler mes hôtes. C'était presque déstabilisant à un moment donné. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle va le faire jusqu'au bout? Ah oui, oui, jusqu'au bout, la preuve. Je vais juste prévenir mon équipage qu'on peut maintenant larguer les amarres vu que tout le monde est à bord et la fête va commencer. Accrochez vos gilets de sauvetage, il va y avoir des vagues. Ça y est, nous partons. On vous avait prévenu. Allez, on largue à nouveau les amarres pour être sûr de ne pas rester accroché au port. On se marrait tous parce qu'elle arrêtait pas, quoi. Vraiment, elle était dans son truc, elle était partie. On l'avait un peu perdue à un moment. Bon, si on dégustait l'apéritif. Alors là, c'est mon chef tunisien, Mohamed. Il a préparé donc des verrines avec une base de méchouia. Je connaissais pas du tout le méchouia, je pensais que c'était voilà, méchoui, agneau. La méchouia est bien entendu non pas un méchoui, non pas un kebab, mais bien une salade de tomates, poivrons cuits, voilà, qui confit dans le four. J'ai poussé Mohamed à rajouter une touche personnelle. Comme je suis capitaine, il s'exécute. C'est bien ça. Et là-dessus, il m'a rajouté une touche de cumin en poudre. Sophie, sors de ce corps, Sophie. Si pour l'instant on n'a toujours pas retrouvé Sophie, l'apéritif, lui, ne s'est pas perdu en route et a tout de suite trouvé le chemin des papilles exigeantes des convives. Alors cette méchouilla tunisienne est-elle à leur goût? Bon, c'était frais, ça m'a pas bluffé, surpris. Enfin, ce sont pas des... Même si j'ai bien aimé les petites touches d'épices dans cette petite verrine, c'est pas quelque chose qui me transporte. Hein. Si ça ne vous convient pas, on l'appelle et puis voilà, on changera de chef. Hein. Élodie n'est pas convaincue par cette prestation culinaire, mais qu'en est-il des autres convives? Sa petite verrine de méchouia était vraiment très fraîche, tout plein de saveurs en fait, vraiment des épices qu'on n'a pas l'habitude de manger tous les jours. C'était vraiment une vraie invitation au voyage. C'était assez réussi, c'était frais, les légumes avaient un goût bien différencié l'un et l'autre, donc c'était une belle entrée en matière. Je crois que tu peux le re-signer pour une prochaine croisière. Il va garder sa place. Bien, je suis ravie que ça vous plaise, puis bien sûr je transmettrai ça à qui de droit. C'est-à-dire à Sophie, car promis, elle était évidemment toute seule en cuisine. Mais si ce soir notre hôte se cache derrière une casquette de capitaine, ce n'est pas que pour amuser ses invités, c'est aussi certainement pour résister au parfum de nostalgie. Dans mes plats, il y a vraiment une histoire. Peut-être des origines tunisiennes. Oui, donc je suis née là-bas. Voilà, donc c'est des plats... C'est des plats que je connais et voilà, ce soir, c'est un clin d'œil à ma grand-mère. D'accord. Voilà, j'ai parlé de ma grand-mère et là, il y a eu un petit blanc. Et voilà, et un humble. Elle vit tellement son menu et on a vraiment aussi senti de l'émotion au travers de ce le peu qu'elle a pu dire sur sa grand-mère et le fait que ça lui tenait à cœur de rendre hommage à sa grand-mère au travers de ce repas. Qu'on avait vraiment envie d'être en empathie aussi avec elle. Le clin d'œil à sa grand-mère a touché nos experts. Mais loin de vouloir se laisser submerger par les émotions, Sophie redresse la barre et reprend très vite son rôle de capitaine de soirée. Les moussaillons me préviennent qu'on approche des côtes libanaises. Faisons donc une escale gustative sur ces côtes grâce au sambou sec tout droit sorti du four. J'ai un chef libanais exceptionnel, il est synchro, c'est un petit bonheur. Je n'ai plus qu'à claquer des doigts et voilà, c'est fait. Donc c'est de la pâte à pain fourrée donc à la feta menthe fraîche. Alors je vous propose de les déguster tout de suite tant que c'est chaud. Et les petits plats sont libanais. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc ça me faisait plaisir qu'il y ait une petite touche libanaise ce soir et le voyage en Méditerranée n'aurait pas été aussi sympa sans cette petite touche libanaise. Frit, c'est un autre aspect, c'est peut-être plus moelleux. Moins sec, mais c'est ou ça ou les calories, donc il faut choisir. Et malheureusement, les convives auraient préféré les calories. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de pâte extérieure et pas suffisamment de farce.
Donc du coup, c'était peut-être un petit peu sec, c'était pas assez fondant. Ça m'a un peu gâché le plaisir du sambou sec. Un sambou sec, un sambou même trop sec. Et ce n'est pas Sophie qui dira le contraire. Je les ai fait au four et puis je les ai trouvés honnêtement secs. La pâte à pain, si les Libanais la font frire, c'est clair, il n'y a pas de secret, c'est qu'ils vont peut-être mieux la manger comme ça. L'apéritif a reçu un accueil mitigé. Espérons pour Sophie que le changement de décor fera vite oublier cette première escale. Je vous invite à passer à la table du capitaine. Vous avez non seulement la petite carte, mais un petit rappel bien sûr du menu. Et puis surtout un mot d'accueil pour vous souhaiter encore une fois la bienvenue à bord du paquebot Sophia. Un paquebot que notre cuisinière du soleil a voulu aux couleurs méditerranéennes. Mais force est de constater que pour les invités, le sud est encore loin. Alors autant j'ai été bluffée sur l'ambiance qu'elle a su créer, autant j'ai été un petit peu déçue quant à la décoration de table. On s'attendait à des épices en fait en décoration ou même des tapis par terre. Voilà, vraiment une invitation au voyage, mais c'était plutôt une table de commandant de bord en fait. Ça me manquait peut-être un tout petit peu de détails un peu plus caractéristiques des pays qu'on allait visiter. Pour moi, Méditerranée, c'est la mer, et la mer, c'est la plage. J'aurais aimé qu'elle nous fasse un peu plus rêver, qu'elle nous mette un peu plus dans l'ambiance, avec une déco maritime. Pas assez maritime, pas assez méditerranéenne, nos experts sont intraitables. Il m'arrive, même en tant que capitaine, de me mettre de temps en temps en cuisine, ça me démange. Donc cette entrée, c'est moi qui l'ai préparée. Et là, j'avais envie de vous servir un velouté de fenouil. C'est pas du tout ce qu'on s'était imaginé en lisant son menu. On pensait à tout plein de couleurs, une ratatouille provençale, enfin. Et là, en fait, on s'est retrouvé devant un mets très très fin, très frais, à base de fenouil. Bien sûr, je l'ai agrémenté de tomates séchées et de basilic frais. Et surtout, je l'ai accompagné d'un sacristain à la tapenade faite maison. Dans cette compétition entre gastronomes avertis, l'œil est aussi aiguisé que les papilles. Et avant même de l'avoir dégusté, l'entrée est déjà un plaisir des yeux. Il y avait une très jolie présentation. Je ne m'attendais pas à moins de la part de Sophie, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'élégance. Et maintenant qu'on a bien regardé, on peut bien goûter. Tout son velouté provençal était onctueux. C'était légèrement anisé, un petit peu crémeux, mais pas non plus trop. Si Van Anne et Hermine trouvent à cette entrée un parfum délicat, Élodie, elle, a flairé un ingrédient au goût un peu trop tenace. On ressentait nettement le goût du bouillon de poule industriel, qui avait tendance par la suite à prendre le dessus par rapport à la subtilité du fenouil. Et si on le disait à Sophie? Tu l'as travaillé avec un fond de volaille Fond de volaille, et puis j'ai rajouté certaines épices. Ah, dommage, notre cuisinière n'a pas décodé le message subliminal de son invité, contrairement à Yann qui l'a même reçu 5 sur 5. Élodie a remarqué immédiatement le goût du bouillon de poule, que j'ai du coup effectivement senti un peu plus, et puis peut-être un peu trop de crème. J'aurais peut-être également mis un peu moins de crème fraîche. J'ai trouvé que ça restait un petit peu sur le palais. L'exercice de télépathie étant maintenant terminé entre Yann et Élodie, place à une conversation beaucoup plus accessible pour tout le monde et qui concerne cette fois-ci la touche croustillante de cette entrée. Le petit graissin est très très bon. C'est vraiment le type de choses où on voit qui ont été préparées avec attention, qui ont demandé du temps, d'autant que c'est des choses qu'on peut trouver en boulangerie, qu'on peut acheter, c'est des produits assez classiques, mais il y a une telle différence lorsque c'est fait maison que c'est très agréable. Tu fais la pâte feuilletée toi-même? Non, là aujourd'hui, manque de temps. Ah, désolé Yann, la pâte n'est pas maison. Alors on change d'avis sur le graissin? La pâte feuilletée, effectivement, était pas faite maison. Moi, je parlais de la tapenade, hein, bien évidemment. Évidemment, il semblerait que même entre experts, on peut parfois se pardonner d'avoir cédé à la facilité. Ça n'a rien enlevé à la qualité de son petit graissin, qui était très bon, avec une bonne petite tapenade. Voilà qui devrait rassurer notre cuisinière, qui est d'ailleurs déjà retournée en cuisine et qui va même nous faire l'honneur de nous parler de cuisine. Ça s'est bien passé. Mais comme je suis très difficile avec moi-même, en fait, je ne suis jamais vraiment contente. Et maintenant, nous partons au Maroc. La semoule est prête. On va dresser quand même les assiettes. On va essayer de mettre un petit peu de couleur. Allez, c'est parti. Oh!
Voilà, un tagine. On déploche après. Voilà, s'il te plaît. Le tagine est caché et ça fait de l'effet. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet tagine. L'effet tagine fonctionne, oui, sur le moment, vu la présentation des assiettes et tout. Mais je pense qu'ils seront déçus au moment de la dégustation. Ah, pour notre experte en tagine, apparemment quelque chose cloche. Ça a tellement confit, ça a tellement réduit que j'ai l'impression que la viande était sèche, qu'il n'y avait plus assez de sauce, mais un petit peu de gras. Il n'y avait plus du tout d'oignons, quoi. Bref, je ne suis que très moyennement satisfaite. Si Sophie n'est pas très contente, quelle sera la réaction de nos goûteurs expérimentés? Mais avant de savoir si ça cloche aussi pour eux, il va falloir déclocher. 1, 2, 3, on baisse les bras. Une fois qu'elle avait décloché, en fait, c'était extraordinaire parce que là, vous avez en fait, les saveurs ne sont pas perdues, les odeurs ne sont pas perdues. Et là, vous attrapez tout dans le nez, en fait, et c'était une explosion de saveurs. Et pour tout attraper dans le nez, parfois il ne faut pas hésiter à mettre sa tête dans le plat. La seule difficulté étant d'arrêter ce mouvement au bon moment. Top! Oula, on a frôlé l'accident. Oh là là! Alors, il s'agit d'un tagine poulet pêche. Pêche fraîche et pruneau. L'enthousiasme est général, les fourchettes sont au travail, mais déjà Sophie se lance dans une analyse culinaire en forme de mea culpa. C'est peut-être un petit peu sec parce que j'ai laissé confire un bon moment même. Elle a fait remarquer que c'était un petit peu cuit. Dans ma part, j'avais la chance d'avoir des morceaux qui supportent un peu mieux la cuisson, qui étaient un peu plus confits. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de son voisin. C'est vrai que j'ai été assez rapidement un peu surpris, pas de sauce dans mon assiette. Et notre ancien critique gastronomique est d'autant plus surpris qu'il sait exactement à quelle sauce ce tagine aurait dû être mangé. Les plats à tagine, en général, ça cuit longtemps, ça mijote, ça rend un peu d'eau et ça donne une sauce, on va dire, donc souvent un peu sucré-salé. Et sinon, le poulet, il est bon? En plus, j'ai eu un morceau de blanc. C'est pas bon signe, manifestement, hein? Qui est la partie, bien évidemment, plus sèche que la cuisse, par essence. Et pour la première fois de la soirée, Élodie ne sera pas d'accord avec Yann. Comme quoi, la communion télépathique a ses limites. Justement, habituellement, j'ai un peu de mal avec le tagine parce que je trouve qu'il y a trop de liquide et que du coup, les parfums sont assez dilués. Et je préfère quand la viande est bien confite, justement. Une critique positive qui est directement suivie d'une deuxième critique positive. La semoule qui accompagnait la tagine était vraiment très fine. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures semoules que j'ai mangées. Parce qu'en général, elles sont vraiment lourdes et chargées d'huile d'olive. Là, Sophie a vraiment bien maîtrisé la cuisson de la semoule. Une semoule parfaite, mais un tagine trop sec. Sophie est consciente que son plat a reçu un accueil en demi-teinte. Mais pour une digestion tout en douceur, une surprise attend nos fins palais. Une surprise qui demande d'accoster dans le salon. Comme chaque soir dans cette semaine d'excellence, l'expert qui reçoit propose une activité sous le signe de la découverte culinaire. Et pour Sophie, la cuisine est avant tout une histoire personnelle, une histoire de senteur qui nous replonge parfois dans des souvenirs. Rien de plus logique donc que de proposer un atelier olfactif à ses invités. Nous allons sentir des choses. Je travaille dans le monde du parfum et du coup, je ne pouvais pas m'empêcher de présenter ce jeu de découverte de notes olfactives. C'était pour moi incontournable. Mon but à moi, c'est vraiment de personnaliser ça avec des évocations personnelles. C'est-à-dire, voilà, cette senteur me fait penser à quoi? C'est un atelier qui me correspond tout à fait. Parce que c'est vrai que pour moi, le plat, je le mange avec les yeux et je le mange aussi en humant toutes les odeurs qu'il apporte. Donc, on va commencer par les épices. Alors, j'ai essayé de prendre des notes facilement identifiables. Nos experts culinaires ne devraient pas rencontrer trop de problèmes donc. Ça m'évoque la cannelle. Alors, ça encore un petit peu. Ah, loupé. Les clous de girofle ou les clous. Tout à fait. Yann a été le plus rapide et maintenant reste à savoir ce que cela leur évoque. Ben, pas grand-chose apparemment, hein? Bon, Sophie, il faut peut-être réexpliquer le concept de cet atelier? Alors, si ça vous évoque des lieux ou des souvenirs d'enfance, n'hésitez surtout pas à nous les faire partager. Bon, rien à faire, le clou de girofle ne réveille pas de souvenirs enfouis. Je pense que Sophie s'attendait peut-être un peu plus de réaction de notre part. C'est vrai que j'ai trouvé qu'on était tous peut-être un peu courts sur le rapprochement d'un souvenir ou l'évocation d'un plat par rapport à ses saveurs, ou par rapport à ses parfums plutôt. La deuxième épice délira-t-elle les langues? C'est la cannelle, ça. Oui. Ça sent Noël.
Ah ben voilà, pour Hermine, la cannelle, ça sent Noël, ça sent le sapin. Et si personne d'autre ne veut partager d'anecdotes, Sophie, incollable sur les épices, tient à faire partager ses connaissances. Il faut savoir que l'écorce de la cannelle est récoltée tous les 2 ans. Et c'est au moment où on décolle cette fameuse écorce de l'arbre qu'elle s'enroule sur elle-même automatiquement. Qu'on retrouve sous forme de bâtons de cannelle sur les marchés. Après donc un voyage olfactif, on va dire épicé, maintenant on va basculer dans le monde des fleurs. 3e chance pour nos enrhumés du souvenir. T'as une idée, Hermine? Généralement elles sont rouges sang. C'est pas le camélia. C'est pas la pivoine. C'est pas la pivoine. C'est assez amusant parce que bon, certaines on trouve tout de suite, mais d'autres c'est un peu agaçant parce qu'on reconnaît le parfum, on sait que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a l'habitude de sentir, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus ou un nom dessus jusqu'à ce que on ait un indice ou qu'elle nous aide. Coquelicot. C'est pas le coquelicot, c'est l'œillet. Ah, l'œillet. Ah ouais. Alors pour la petite histoire, le terme œillet veut dire en latin la fleur des dieux, la fleur bénie des dieux. Et c'était une fleur des divinités à l'époque. J'ai trouvé remarquable sa pédagogie, sa manière d'amener l'animation et de la ponctuer par des anecdotes. Alors là, je vais vous faire sentir une fleur. Voilà, c'est ma fleur. ah. Allez, on se concentre. Ça me dit quelque chose. Non, t'es pas loin. Ouais, on connaît. Alors là, je vais vous guider, on la retrouve en pâtisserie, notamment dans les La fleur pâtisseries d'oranger. orientales. Voilà, exactement. Très bien. Et alors, qu'est-ce que ça vous rappelle? Le soir, avant de me coucher, j'humidifie souvent mon coussin et c'est une note qui me réconforte. Sophie est incollable à son propre jeu, c'est étonnant. Mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'une autre se lance enfin dans les effluves de la nostalgie. Oh si, si. J'en mettais dans le biberon de mes enfants le soir Voilà, avec une ça touche de calme. miel, une petite cuillère de miel, quelques gouttes de fleurs d'oranger, et c'est resté. Je suis rentrée dans son jeu et j'ai bien aimé y participer. J'ai pris du plaisir. Élodie s'est laissée aller à quelques souvenirs, mais Sophie reste déçue de la tournure de cet atelier olfactif. Je m'attendais à ce qu'ils développent un peu plus leur ressenti sur les notes, sur leurs souvenirs. Et puis bon, je n'ai pas eu toujours le retour que j'aurais aimé. Et juste une phrase avant de passer à table pour savourer le dessert. Il y a Jacques Cavalier, qui est un grand maître parfumeur, qui résume ça en disant que les fleurs sont un condensé du monde. On sentait quand elle parlait qu'elle adorait ce qu'elle faisait, qu'elle adorait son métier. C'était assez agréable de voir quelqu'un passionné comme ça. Le petit tour au pays des senteurs est terminé. Nos experts retournent à table pour découvrir le dessert, sur lequel ils seront, on l'espère, plus inspirés. On a fait la Tunisie, on a fait le Maroc. L'Espagne. Et on est en Espagne. Voilà, complètement en Andalousie. Et alors, éclaire-nous sur... Attends, laisse-nous goûter quand même. On va voir si on- Gada. si on trouve. Nos fins palais vont-ils trouver ce qui se cache derrière cette mystérieuse glace? L'enquête est ouverte. On a senti certaines notes tout à l'heure. Cannelle, œillet, jasmin? Il y a du jaune d'œuf. Ah, la senteur jaune d'œuf, on n'y avait pas pensé. J'ai monté ça en crème anglaise d'abord avant de la faire turbiner. C'est un alcool, non? Il y a un agrume. Il y a un agrume, tout à fait. Enfin, moi, ça m'évoque un peu le Grand Marnier, peut-être un peu comme ça. Alors, je vais tout vous dire. Fin de l'enquête. Sous la pression, Sophie cède, place aux aveux culinaires. Qu'est-ce qu'une glace au lait Merengada? J'ai fait bouillir mon lait avec... D'abord tout seul, j'ai incorporé mes œufs et le sucre que j'ai battu au fouet. Et j'ai laissé infuser ce lait avec des zestes de citron et des bâtons de cannelle. Et le leche merengada est en fait une boisson espagnole qui se boit bien fraîche et qui au pays est servie également sous forme de glace. C'était assez réussi, c'était pas trop sucré, c'était pas écœurant. La glace était vraiment onctueuse en bouche, elle était crémeuse. Il y avait quelque chose de naturel, de pas prétentieux et de simplement d'amical. Voilà. C'était rafraîchissant, maintenant, c'est pas ce que je préfère. Et pour accompagner cette glace, je n'ai pas pu résister à l'envie de faire des sablés, qu'on appelle des Monte-Cao. Les Monte-Cao, c'est pas forcément quelque chose de très difficile à faire, mais en tout cas, ils étaient bien cuits, ils étaient bien croustillants. Les sablés sont très réussis aussi.
Et là encore, c'est ma petite mémé qui en faisait mais des wagons et des wagons. Il y avait quelque chose d'assez différent par rapport à ce qu'on avait mangé tout au long de la semaine. Il y avait peut-être un côté un peu plus authentique. Elle nous a dit que les Monte Cao, c'était quelque chose que sa grand-mère faisait. Donc il y avait vraiment ce côté un peu familial, de goût qu'elle avait envie de nous faire partager. Les Monte Cao me font penser encore une fois à ma petite mémé. Donc voilà, puis bon, c'est saupoudré de cannelle, c'est l'Andalousie, c'est la Tunisie. Et si Sophie a eu du mal à faire revivre des souvenirs à ses convives lors de l'atelier olfactif, le Monte Cao lui réussit ce pari. Vous connaissiez les Monte Cao? Oui. Pas du tout. Oui. Ma maman aime beaucoup ces gâteaux en fait. Et les Monte Cao, moi je connaissais ce biscuit. Hein. J'en avais déjà mangé chez mes parents. Donc c'est un biscuit que j'aime bien. En général, je crois que ils sont un peu plus gros, un peu plus épais. Mais bon là, elle les avait fait elle-même. Très sympa. C'est sur ce retour en enfance que le dessert se termine et que la soirée de notre experte s'achève. J'ai été ravie de partager ce dîner avec vous. Voilà, on a fait un large tour de la Méditerranée. Une soirée toute douce, comme si on était vraiment sur un bateau où on suivait les flots, en fait, les vagues, voilà. Une soirée tout en douceur, sans stress et bien menée par le capitaine du navire. J'ai vraiment eu le sentiment de voyager sur les bords de la Méditerranée. Et finalement, au bout de 3 jours de cuisine un petit chouille prétentieuse, on peut le dire, j'en fais partie, donc je peux le dire, revenir à des valeurs simples et sûres comme ça, en tout cas pour moi, c'était vraiment agréable. J'ai mis ma petite patte à moi et ma cuisine était peut-être plus simple, mais plus accessible peut-être. Et je suis contente de cette touche-là. Ce soir, Sophie a mis du cœur à l'ouvrage et a su toucher nos experts intraitables. C'était vraiment des bonnes découvertes. Ça m'a fait voyager. On n'attendait pas un moins de la part de Sophie. Comment vont-ils noter cette soirée en marge des autres dîners? Sophie sera-t-elle consacrée meilleure cuisinière de cette semaine d'excellence? Réponse dans quelques instants. Nous sommes de retour dans un dîner presque parfait d'experts. Les fins palais ont quitté la table de Sophie et vont devoir maintenant rendre leur verdict. Dans cette semaine d'exception où la cuisine flirte avec la gastronomie de haut niveau, notre cuisinière du soleil a-t-elle conquis les papilles des fins gourmets? Commençons par l'ambiance de la soirée. C'est en capitaine de croisière qu'elle a reçu ses convives pour une soirée sur le thème des voyages culinaires, révélant ainsi son côté excentrique. Et le voyage s'est poursuivi avec une escale olfactive au pays des senteurs épicées et fleuries. Yann, Hermine et Elodie ont été emballés par cette soirée surprenante et lui attribuent un 8. J'ai adoré ton audace et ton animation a été menée avec brio. Pour Van-Han, ce sera un point de moins, un 7. J'ai bien aimé ton atelier olfactif, mais j'aurais préféré quelque chose de plus entraînant. Passons tout de suite à la décoration. Ce soir, Sophie a voulu emmener ses convives en Méditerranée avec une table qu'elle a voulu simple et fleurie. Cette décoration n'a malheureusement pas convaincu Yann et Hermine, qui lui attribuent un 6. Je m'attendais à une décoration plus autour du thème de la plage, de la mer, de la Méditerranée. Elodie n'a pas non plus touché les côtes méditerranéennes. Elle lui donne tout juste la moyenne, un 5. Et c'est Van-Han qui est la plus généreuse avec un 7. Pour finir, vous allez enfin connaître les notes que les convives ont attribuées à Sophie pour sa cuisine. Notre experte des plats méditerranéens a proposé des escales culinaires chargées de convivialité et d'histoire. Si Elodie a été touchée par ces plats farcis d'émotions, ses papilles en revanche n'ont pas eu de révélation gustative. C'est donc un 5. Mais pour Yann, Hermine et Van-Han, malgré certains ratés, cette cuisine sans prétention mérite un 7. Pour ta cuisine généreuse et Simple mais savoureuse. de belle invitation au voyage. Malheureusement, le tagine était un peu sec pour moi. Pour sa soirée d'experte, Sophie récolte la moyenne de 6,8 sur 10. Elle est donc ex-aequo avec Yann et se place juste derrière Elodie. Demain, retrouvez nos héros culinaires pour le dernier dîner de cette semaine d'experts, le dîner de Van-Han. Sa soirée d'excellence sera-t-elle à la hauteur des attentes? Et je me suis dit non, c'est pas possible quoi. Dans cette compétition sans merci, aucune faute ne sera pardonnée. À demain. Ça marche.